Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu. Et pour ce Street Actu, nous accueillons Jérémy Camus, vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'agriculture, à l'alimentation et à la résilience du territoire. Bonjour Jérémy Camus. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous voulions revenir avec vous pour cette journée spéciale consacrée à la zone critique sur la façon dont la métropole de Lyon protège, maintient, entretient cette partie très spéciale de la zone critique que sont entre autres ces sols, cet endroit où on peut nourrir, qui nous permet de nourrir les habitants de la métropole. Alors, vous êtes arrivé en 2020. Dans quel état vous l'avez trouvé, ce système d'alimentation, tant dans l'agriculture que dans la circularité des biodéchets à cette époque-là ? Eh ben, pas forcément dans un état formidable. On a un constat dans les grandes métropoles qui est une artificialisation forte du sol nourricier. Pour vous donner un petit chiffre, je vais en donner pas mal, je pense, pendant notre intervention là. On a artificialisé à peu près 1000 hectares sur les 10 dernières années sur l'ensemble de la métropole de Lyon, ce qui nous laisse aujourd'hui quand même un potentiel agricole de 10 000 hectares à peu près sur la métropole. Donc ça représente à peu près 20% de l'espace global de la métropole qui est encore en zone agricole. Et puis on a un autre 20% qui est intéressant également, qui est l'espace naturel, donc là moins nourricier, mais qui remplit ses fonctions également, quoi. Donc c'est vrai que ça peut trancher avec l'image d'Épinal qu'on peut avoir de la métropole de Lyon, souvent qu'on symbolise avec la vallée de la chimie, le passage de l'autoroute urbaine en sortant de Fourvière, très urbain, etc. Mais en fait, la métropole, c'est 59 communes, et dans ces 59 communes, on a encore 40% à peu près d'espace naturel et agricole. Et alors, cet espace agricole, dans quel état il est ? Quel type de culture on y trouve aujourd'hui ? Le premier constat qu'on a fait, en fait, on a étudié un petit peu le système agricole dans sa caractère de nourricier pour le territoire. Et là, on a atterri sur un autre chiffre qui est assez incroyable quand on parle de résilience alimentaire, c'est qu'on a 5% d'autonomie alimentaire. Donc ça veut dire que 5%, c'est 95% de ce qui est consommé par les habitants du territoire, dans un périmètre large. On a été plus loin même que le périmètre métropolitain, on a été jusqu'à 50 km autour de la place Bellecour. Et dans ce périmètre-là, 95% de ce qui est consommé par ces habitants ne proviennent pas du tout du territoire où ces habitants habitent, dans ce territoire de 50 km. Et le paradoxe, c'est 95% de ce qu'on produit, les productions agricoles de ce périmètre de 50 km, est plutôt voué à d'autres bassins de consommation et parfois à des bassins très très lointains jusqu'à l'exportation. Donc on a un genre de chassé-croisé, comme celui qu'on va vivre d'ici quelques semaines au tunnel de Fourvière pendant les chassés-croisés estivaux. Et là, c'est le chassé-croisé des produits locaux qui sont distribués ailleurs que pour les habitants du territoire. J'aurais besoin d'une précision sur ces 95% d'habitants qui consomment donc des produits qui viennent au-delà des 50 km dont vous venez de parler. Est-ce que dans ces habitants, vous comprenez les agents de la fonction publique, c'est-à-dire je pense aux restaurants des collectivités par exemple, y compris les scolaires, que ce soit les villes ou enfin les primaires, maternelles, crèches et collèges, puisque les collèges dépendent de la métropole de Lyon. Ouais. Alors oui, merci de poser la question parce que ça représente pas une part significative dans le volume global consommé par 3 millions d'habitants. Dans ce périmètre, on est quasiment à 3 millions d'habitants. La métropole de Lyon, c'est 1,4 million, 1,5 million. Et si on étend ce périmètre, on atteint quasiment les 3 millions. Donc autant dire que la portion de ce qui est consommé dans les cantines des collèges et des scolaires, même si elle est importante, elle est très très réduite. Par exemple, on sert dans les cantines des collèges, c'est 30 000 repas jour, pour faire une comparaison avec les 3 millions dont je viens de parler. Et puis, même si on cumule avec la ville de Lyon, qui alimente aussi ses groupes scolaires, avec 25 000 repas quotidiens, etc. Donc, mais n'empêche que, en caractère d'exemplarité, on s'est fixé des objectifs assez forts pour renforcer la part, justement, d'approvisionnement local qu'on propose dans les assiettes des enfants dont on a pris la responsabilité de nourrir, finalement, dans les collèges, dans les groupes scolaires. Et donc, la vision, c'est que à horizon fin de mandat, donc ça nous amène en 2026, on essaye d'atteindre les 50% d'approvisionnement local dans les assiettes.
mais en sachant qu'il y a une règle qui s'impose à nous, qui est la règle européenne de libre concurrence, et qui ne nous permet pas en fait d'avoir dans nos cahiers des charges, c'est-à-dire dans notre propre commande, des critères qui nous permettent de privilégier les productions locales. Pardon. Donc c'est Je me permets, vous aviez un engagement de campagne qui était de rendre l'alimentation dans les collèges à 100% bio et à 50% local. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est ça. Alors on a toujours le cap de 100% bio et 50% local, et à la rentrée, la rentrée de 2023, de septembre 2023, on sera dans la plupart de nos collèges déjà à 50% de bio dans les assiettes, et on va monter progressivement pour atteindre quasi les 100% à la fin du mandat 2026. Et sur la part du local, on s'est engagé à faire du 50% de produits locaux parmi les 100% de produits bio, et c'est sur ce sujet-là où on a un combat qui dépasse un peu simplement le fait de s'approvisionner et d'acheter. Là, on est très volontaire pour acheter, mais parfois limité par la législation européenne qui ne nous permet pas, comme je disais à l'instant, de privilégier les producteurs locaux par rapport à d'autres productions. Donc, on cherche des moyens de quand même privilégier les productions locales, mais la réglementation européenne ne nous facilite vraiment pas le travail sur ce sujet. Est-ce que vous pourrez nous dire un petit peu plus sur ces obstacles qui vous empêchent d'imposer des règles qui sont inscrites dans votre programme, par exemple ? Typiquement, celle que je viens d'expliquer, c'est la réglementation européenne dans la commande publique, en fait, nous impose en fait de la libre concurrence à l'échelle européenne. Donc, quand on commande, par exemple, disons qu'on va faire un marché pour commander des tomates bio, on ne peut pas intégrer dans ce marché de commande bio un critère qui pourrait être nous souhaitons nous approvisionner dans un rayon de X kilomètres autour de la métropole de Lyon. Et donc là, on est obligé de laisser entre guillemets le champ libre, c'est le cas de le dire, pour que on respecte la législation européenne. Et donc demain, un fournisseur de tomates qui serait basé par hasard en Espagne ou au Portugal pourrait très bien répondre à ce marché. Donc on essaye d'intégrer d'autres critères qui permettent d'encadrer un peu mieux les choses. Typiquement, on intègre les critères de saisonnalité qui permet quand même aussi de recadrer un peu l'approvisionnement en local. On essaye d'intégrer des notions aussi de carbone, donc d'impact carbone et en particulier lié au transport qu'on peut utiliser, même si finalement le transport est pas hyper déterminant finalement dans l'approvisionnement aujourd'hui. Donc on use d'astuces parfois pour arriver à enfin pouvoir faire ce qu'on demande aux gens de faire, c'est-à-dire s'approvisionner plus en local. Alors, on se doute bien que l'alimentation scolaire n'est pas simplement un enjeu d'économie ou d'écologie, c'est aussi un enjeu de pédagogie. Est-ce que vos actions sur ce plan sont accompagnées d'explications, de formations à destination des jeunes publics ? Et plus largement, est-ce que le concept, par exemple, de résilience alimentaire ou de la zone critique, est-ce qu'il est pertinent et est-ce qu'il ne mériterait pas d'être plus visible pour être mieux compris et finalement peut-être faciliter la prise en compte de tous ces paramètres? Oui, je vais répondre plusieurs choses. Déjà, la cantine scolaire, déjà, c'est au-delà même d'un enjeu d'environnement, etc. C'est un enjeu de santé publique. C'est-à-dire que, moi, je rappelle que souvent, quand on propose des repas aux enfants, rien n'oblige la collectivité aujourd'hui à proposer des repas aux enfants. En fait, c'est une responsabilité que se donne la collectivité. Et donc, dans le cadre de cette responsabilité, si on donne à manger aux enfants, on leur donne des produits sains, des produits bons, avec un rôle pédagogique qui incarne la pause méridienne aussi. La pause méridienne, c'est pas seulement une pause, c'est aussi un endroit où on a une vie sociale, c'est un endroit où on a la possibilité de faire de l'éducation. Exactement. Et donc là, il y a aussi tout un travail d'accompagnement, je dirais en premier lieu d'accompagnement aussi des chefs et des équipes de cuisine pour renouer avec une cuisine qu'ils avaient peut-être un peu laissée de côté. Typiquement, on a l'image d'Épinal du cantinier qui ouvre des opercules pour servir des omelettes toutes faites. Et ça, c'est vraiment l'image d'Épinal qu'on a tous et toutes parce qu'on l'a vécu, nous-mêmes en tant que collégiens, d'avoir des produits mauvais à la cantine et de se dire on mange mal à la cantine. Et donc là, c'est reformer nos cuisiniers, leur donner les moyens aussi. Donc ça, c'est aussi un point important. Par exemple, là, on a avec l'inflation, on n'a pas cédé à la pression de l'inflation. On a mis 3 millions sur la table pour accompagner l'inflation et accompagner nos objectifs d'achat pour des produits plus sains. Donc on a
accompagne financièrement aussi les approvisionnements. On donne les coudées franches à nos équipes pour acheter des produits sains. Et puis derrière, c'est les cuisiniers. Donc par exemple, moi j'avais lancé un petit défi. Moi, je vais manger régulièrement dans les cantines des collèges, non pas pour vérifier, c'est surtout pour discuter avec les équipes et comprendre ce qui manque en fait pour arriver à faire des choses bien. Et là, j'avais lancé un petit défi à chaque fois au chef, c'était de dire prenez un produit brut, le plus brut possible, et essayez de le cuisiner bien, sans forcément d'artifice, parce que dans le produit brut, il y a une valeur éducative de revenir à la source. C'est-à-dire ce qu'on a dans l'assiette, c'est un produit qui a nécessité du travail, qui a été cultivé à tel endroit, qui a une valeur en fait, et qui a du goût aussi, le goût du produit brut. Et j'avoue avoir dégusté des choses plutôt intéressantes et plutôt très très bonnes à cette occasion-là. Et si on parle des cantines scolaires, ça nous amène aussi sur la question des déchets. Donc les cantines scolaires en produisent beaucoup, mais pas que les cantines. Et donc également sur l'ensemble des mesures que vous avez pu mettre en place au-delà de l'alimentation, également de la circularité des déchets, des ressources. Et comment est-ce que vous avez mis ça en place dans un plan plus global d'agriculture sur la métropole ? Alors pour les cantines, moi je suis assez, je relativise un peu parce que en fait quand on fait bien à manger et quand on a ce rôle aussi de pédagogie au moment où on sert, c'est-à-dire on n'est pas derrière mais on est avec les élèves pour leur expliquer ce qu'ils vont manger, et il y a la gestion des quantités qui est assez optimisée. Alors ça peut être des déchets mais pas forcément du gaspillage. Voilà, c'est ça. Le gaspillage est vraiment réduit dans ce cas-là pour ça. Après, en ce qui concerne les déchets plus globalement, en fait, on avait quand on est arrivé, on a comme beaucoup d'autres collectivités, il y a eu des choix pour traiter les déchets dans le passé, qui étaient plutôt des incinérés. Donc on amène encore beaucoup dans nos incinérateurs des déchets, de la matière organique qui est réduite à néant. Et la grande position avec ma collègue vice-présidente en charge de la gestion des déchets, c'est de dire comment on enlève ces déchets organiques et comment on les valorise. Et on a eu plusieurs choix pour valoriser ces déchets. On peut les valoriser sous forme d'énergie, mais nous on a fait le choix de les valoriser sous forme de matière organique réamendant les terres agricoles. En quelque sorte, en voulant faire le cercle vertueux, c'est-à-dire ce qui est consommé ou pas consommé, déchets considérés comme des déchets redeviennent une ressource à part entière. Et on avait fait tout début de mandat une étude par la Chambre d'agriculture qui montrait que si nous, 1 400 000 habitants, on récoltait l'ensemble de leurs biodéchets sur la métropole et qu'on les transformait en compost, on aurait la capacité de réamender l'intégralité des terres agricoles dans un périmètre de 50 km. Donc on aurait un côté assez vertueux qui est, on connaît aussi parfois des terres qui ont été assez usées, fatiguées par les modes de culture. On aurait pu avoir un impact positif là pour le faire. Et donc c'est ce qu'on fait. On a décidé de faire ça. Du coup c'est ce que vous avez vu pour les Lyonnaises et les Lyonnais, les Villeurbanais, et puis maintenant d'autres collectivités au sein de la métropole. Vous avez vu pousser dans les quartiers des collecteurs de biodéchets et on l'a testé dans un premier temps parce qu'on se posait la question de la qualité qu'on allait avoir en termes de collecte parce que c'est vraiment une démarche très volontaire des habitants, rien ne les oblige à le faire. Et là, on a été surpris à la fois par la quantité, on s'attendait pas à avoir autant de quantité d'un seul coup, et on a été surpris par la qualité. Il y a très peu de déchets en quelque sorte, donc on a une ressource qui est plutôt très fiable. Et puis surtout, ce qu'on a constaté, c'est une appétence, c'est-à-dire que les gens quand ils font cette démarche-là, il y a un enjeu d'implication fort. Et quand on leur explique en plus que ce qu'ils font là, c'est pour faire du compost de qualité qui retourne derrière sur les terres agricoles, et ça redonne du sens aussi à leur action, petite action du quotidien, de prendre leur seau et d'aller le verser dans une benne à compost. Donc ça veut dire que ces expérimentations qu'on a faites, la première dans le 7e arrondissement, a tellement été concluante que finalement là ils s'essaiment un peu partout, quasiment dans tous les arrondissements maintenant de Lyon, à Villeurbanne, à Champagne-Mont-d'Or, et j'oublie d'autres collectivités qui ont souhaité y aller avec nous. Comme vous le dites, il y a 59 communes dans la métropole, donc il y a un essaimage potentiel assez considérable. J'avais une question subsidiaire, mais qui est rattachée à la question évidemment de l'agriculture et de l'alimentation et évidemment de la résilience, ce qui est la tension sur l'eau.
On sait très bien qu'il y a forcément un enjeu eau concernant l'agriculture, mais il y a aussi un enjeu eau concernant le fait de cuisiner. Exactement, je parle d'eau potable, évidemment. Donc, comment vous croisez cette ressource qui peut-être dépend d'autres vice-présidences à la métropole de Lyon et vos problématiques, évidemment, de alimentaire, agricole et de traitement des déchets aussi, d'ailleurs. Ouais. Alors nous, la métropole de Lyon, on est autorité, productrice de l'eau potable. En gros, quand vous ouvrez votre robinet, l'eau qui coule, c'est l'eau du Grand Lyon. Et je disais, la première démarche qu'on a faite, c'est de se dire, c'est un bien commun. Donc un peu avec une démarche politique forte de notre côté, qui était de dire, cette eau, on ne peut pas la laisser en gestion à un groupe privé. Nous devons nous réapproprier la gestion de cette eau, et donc on a réintégré en régie, c'est-à-dire en gestion directe, l'eau potable qui coule dans les robinets de chaque habitant de la métropole. Oui, mais donc ça permet aussi d'avoir un contrôle plus fort aussi sur ce qui suit, c'est-à-dire la régie, elle n'a pas qu'un rôle de production d'eau, elle a aussi un rôle de protection de ces captages d'eau potable et d'améliorer la qualité des captages qui sont existants. Et là, il faut que vous ayez en tête que 98-99% de l'eau qui est consommée dépend d'une zone qui est très connue de beaucoup de Lyonnais, c'est, on va le dire comme ça, parc Miribel-Jonage, donc le parc qui est situé au nord de la métropole, au nord de Vaux-en-Velin, à côté de Vaux-en-Velin. Et là, on a le lac des Eaux Bleues qui est en fait l'aire de captage de l'eau potable. D'accord. Et cette captage-là, il dépend directement du Rhône. Et donc là, il y a d'autres enjeux, qui est le baisse du débit du Rhône. Le débit va baisser de 40% d'ici 2050. Donc on dépend d'une nappe d'approvisionnement qui, structurellement, quelque part, avec ce changement climatique, va diminuer. Oui, et puis on a un autre phénomène, c'est... Justement, excusez-moi de vous couper, mais justement, est-ce que à partir du moment où vous êtes justement en capacité, parce que vous avez des données scientifiques sur la table et que en plus vous ne les mettez pas en doute, et justement dans des stratégies d'atténuation, est-ce que par exemple vous êtes en capacité d'influer, je parle pour la question alimentaire, sur de la production, par exemple, d'aliments qui sont plus frugaux en eau. Je pense, là, je vais faire court, entre le lin et par exemple, le maïs. Voilà, je prends exprès, je caricature sur les échelles. Mais voilà, est-ce que vous êtes en capacité d'indiquer, on va dire, des produits qui sont moins gourmands en eau pour justement avancer dans le temps? Alors on peut indiquer, ça mange pas de pain de dire il faudrait plutôt aller sur des productions comme ça, mais n'empêche qu'aujourd'hui ces productions elles sont réalisées par des acteurs privés, donc c'est aux acteurs privés aussi de changer leurs pratiques, mais on le sait que c'est pas simple de changer une pratique agricole quand on a des marchés qui sont existants, etc. Je vous parlais tout à l'heure des 95% de produits qui sortent de la métropole, ils sortent de la métropole parce qu'il y a des gros faiseurs de l'agro-industrie qui captent ces produits et qui les captent à des prix satisfaisants encore pour les producteurs. Et donc là, il y a plutôt voir comment on fait pour accompagner ces producteurs à changer leurs pratiques. Donc on a multiplié par 4 en arrivant à la métropole de Lyon. Donc c'est pour nous donner les moyens d'accompagner justement ce changement de pratique ou l'amélioration des pratiques. Donc on le fait en ayant des aides directes. On a déjà, depuis le début du mandat, quasiment mis 1,5 million d'euros sur la table pour accompagner des projets d'investissement dans le monde agricole, dont pas mal d'entre eux concernent justement des nouvelles pratiques, de la diversification, d'amélioration des pratiques agricoles, etc. Et puis on travaille aussi, mais je dirais on travaille parce que maintenant il faut s'y mettre, mais je dirais il aurait fallu peut-être anticiper il y a quelques années. Donc nous on arrive, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a développé aussi tout un travail autour des semences résilientes au changement climatique, que ce soit et donc derrière ça surtout moins consommatrices en eau dans le contexte de sécheresse qui est de plus en plus prégnant, quoi. Et donc là on a créé une ferme semencière métropolitaine l'année dernière qui permet suite à un travail de longue haleine, c'est 10 ans de travail d'un centre de recherche botanique appliquée, centre de ressources botaniques appliquées qui est basé au sud de la métropole, à Charlie, qui s'appelle le CRBA. Bien, le CRBA avec lequel nous avons beaucoup travaillé. Qui travaille depuis 10 ans.
Et là, l'idée, c'est de sortir de la recherche et du travail d'étude pour distribuer de façon quantitative et qualitative des semences aux agriculteurs qui souhaiteraient changer de pratique et les distribuer gratuitement. Ça, c'est aussi un point important en termes de levier. On connaît le coût de la semence ou le coût des plants pour les producteurs. D'arriver avec une proposition qui est de dire mais nous on vous accompagne, on vous aide et d'ailleurs les plants et les semences sont gratuites pour vous. C'est un vrai levier d'action, quoi. Excusez-moi, Jérémy Camus, je voulais vous demander comment est-ce qu'on fait justement dans la métropole de Lyon. On sait que c'est un territoire industriel. Donc, qui dit industriel plutôt pollué, je pense notamment dernièrement au scandale Arkema avec les PFAS qui ont pollué tout le bassin du Rhône, notamment au sud de Lyon. Comment est-ce qu'on fait pour garantir une agriculture de qualité avec des produits qui ne soient pas trop pollués ? Eh ben, par exemple, je parlais des semences. Une des façons de garantir, c'est de répliquer. Donc, par exemple, là, oui, mais les semences, elles ont beau être de bonne qualité. Ça n'empêche que si les sols sont extrêmement pollués, les produits faits par des semences de bonne qualité vont l'être également. Oui, vous avez raison sur le fait qu'il y a des territoires. En fait, il faut aussi partir du principe qu'on est dans un contexte où il y a de l'industrie, où il y a de l'économie, où il y a des habitants, où il y a des autoroutes urbaines polluantes, il y a de la pollution atmosphérique et pollue aussi. Aujourd'hui, nous, ce qu'on privilégie, c'est l'agriculture biologique. C'est pour ça qu'on a des indicateurs forts sur notre propre commande publique. Donc déjà, supprimer tous les intrants chimiques qui peuvent polluer les sols et qui ont pollué les sols de façon quantitative ces dernières décennies, quoi. Et après, sur la notion de pollution, c'est un peu compliqué à gérer parce que le risque, en fait, et on vit dans un monde en risque permanent, en quelque sorte, parce que celle qu'on connaît aujourd'hui avec les PFAS, vous l'avez abordé, mais une autre pourrait apparaître demain ou est déjà là et on ne le sait pas encore sur ce type de culture. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça nous paralyse dans la façon d'avancer. Donc déjà, c'est opter pour les meilleures pratiques possibles, quoi, les pratiques les plus vertueuses et ne privilégier que celles-ci. Quand je vous parlais des investissements qu'on fait aux côtés des agriculteurs, 100% des projets sont en agriculture biologique, par exemple, quand on est ceux qui ont été financés en tous les cas. Et donc voilà. Et après, il y a un côté aussi resécurisé. Typiquement, on a vu une grande spécialisation de certaines parties du territoire, l'arboriculture dans l'Ouest, alors qui est liée à la topographie, qui est liée à l'histoire, etc. Mais basiquement, c'est de retrouver aussi des endroits de résilience au sens où si un jour on a une problématique sur un territoire, on met pas en péril tout l'approvisionnement maraîcher, on met pas en péril tout l'approvisionnement céréalier parce qu'on aura répliqué. Par exemple, on est sur une grosse stratégie de reconquête de ce qu'on appelle les terres du Velin, c'est 400 hectares au sud du parc Jonage dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient en fait c'était la zone de maraîchère par excellence il y a encore 20, 30, 40 ans, quoi. C'était que des maraîchers. Le cardon lyonnais, il vient des terres du Velin. Et aujourd'hui, il reste 2 à 3 maraîchers sur le site. Et tout le reste a été plus ou moins pris par la grande culture et le céréal sur des terres qui sont pas forcément d'ailleurs les mieux pour les grandes céréales, mais plutôt parfaites pour le maraîchage. Donc là, on est en train d'initier une stratégie de reconquête à travers moi j'ai appelé les incubateurs de paysans, c'est-à-dire de recapter du foncier, réinstaller des paysans, trouver du temps pour recapter du foncier, réinstaller les paysans, etc., etc. Et donc ça va prendre du temps, ça c'est sûr. Eh bien, Jérémy Camus, merci beaucoup. On aura encore plein de questions à vous poser sur ce sujet-là, mais malheureusement le temps va nous manquer. Merci d'être venu sur Radio Anthropocène. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'agriculture, à l'alimentation et à la résilience du territoire. À bientôt. Et cet entretien est bien sûr à retrouver sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Street Actu.